Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Catherine Ann Cesnik est née le 17 novembre 1942, dans le quartier de Lawrenceville, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle est l'aînée de Joseph et Anna Omulak Cesnik. Ses grands-parents paternels, John et Joanna Tomek-Cesnik, sont des Slovènes qui ont émigré de Yougoslavie. Cesnik a 3 frères et sœurs. Elle fréquente l'école Sainte-Marie et l'école secondaire Saint-Augustine, toutes deux à Lawrenceville. En 1960, elle est majeure de la promotion, de sa classe de lycée, après avoir été la reine de mai et la présidente de la classe senior et du conseil étudiant. Elle rejoint le School Sisters of Notre-Dame, à l'âge de 18 ans. À l'automne 1969, Cesnik enseigne le théâtre et l'anglais à Archbishop Keough High School, à Baltimore, Maryland, une école pour filles, qui a ouvert ses portes en 1965. Le 7 novembre 1969, elle quitte l'appartement qu'elle partage avec Helen Russell Phillips, au Carriage House Appartement, en route vers le centre commercial Edmondson Village, pour acheter un cadeau pour les fiançailles de sa sœur. À 4h40 le lendemain matin, les amis de Russell, Peter McKeown et Gerard Koob, tous deux prêtres catholiques, ont trouvé la voiture de Cesnik, dans un état boueux, et garée en face de son complexe d'appartements. Les résidents du complexe d'appartements ont remarqué Cesnik dans sa voiture vers 20h30 cette nuit-là, et d'autres ont repéré sa voiture garée illégalement, de l'autre côté de la rue, environ 2 heures plus tard. La nouvelle de sa disparition a secoué beaucoup de gens. Cesnik était considérée avec affection par toutes les personnes qui la connaissaient, bien qu'elle ait été enseignante à la Western High School, pendant seulement quelques mois. Ses collègues avaient des mots gentils à dire à son sujet. Le directeur de l'école a noté qu'elle était une excellente enseignante, tandis que d'autres ont souligné qu'elle était connue pour sa compassion. Et ce sont les étudiants qui en ont vraiment profité, ils la décrivent comme étant chaleureuse et énergique, toujours prête à dialoguer avec ses élèves, écrivant des comédies musicales pour qu'ils se produisent sur scène, ou inventant des jeux pour les encourager à apprendre un nouveau vocabulaire. Il n'était pas étonnant qu'à la suite de la nouvelle, les étudiants aient tous été affectés, craignant que la police ne cesse de la rechercher. Le premier indice de la disparition est trouvé assez tôt, sa voiture finit par donner un aperçu de ce qui s'est passé, mais surtout, apporte plus de confusion. Le Maverick vert, de 1970, est garé illégalement près de l'appartement. La voiture est recouverte de boue. À l'intérieur, une boîte de boulangerie remplie de petits pains est sur le siège avant, avec quelques feuilles et brindilles. Quelques branches supplémentaires sont accrochées à l'antenne radio, tandis qu'une autre brindille est retrouvée collée au levier des clignotants du volant, un morceau de fil jaune s'y étant accroché. Vraiment, le tout soulève pas mal de questions. La voiture est garée illégalement, mais là seulement un pâté de maison de l'appartement, et il n'y a aucun signe de lutte. Avec des brindilles et des branches trouvées dans la voiture, la police pense qu'elle pourrait avoir une assez bonne piste. Il est logique qu'elle soit allée dans une sorte de zone boisée, et avec Linkin Park près de l'endroit où la voiture a été retrouvée, c'était un point de départ. Une recherche dans le parc ne donne rien, et il n'y a aucune piste pendant près de 2 mois. Le 3 janvier 1970, un chasseur et son fils trouvent le corps de Catherine Cesnik, dans une décharge, à Lansdowne, dans le Maryland, juste à l'extérieur de Baltimore. Le corps est recouvert de neige, et partiellement caché par un talus. La zone exacte ne pouvait pas être atteinte en voiture, ce qui signifie qu'elle aurait été forcée d'y marcher, ou éventuellement portée, c'est difficile à dire. Des marques d'étranglement il y avait autour de son cou, et un trou à l'arrière de son crâne indiquait sa cause réelle de décès, un traumatisme contondant, entraînant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale. L'arme utilisée reste un mystère. Gerard Koob fait partie des suspects potentiels. Koob est sorti avec Catherine Cesnik, dans le passé. Plus tard, il est devenu pasteur méthodiste, mais avant cela, il lui avait demandé de l'épouser. Elle avait dit non, mais il continuait à lui écrire des lettres d'amour, et à passer du temps ensemble. Peu de temps avant sa disparition, il l'a rappelée, pour lui dire qu'il était toujours amoureux d'elle. Il quitterait même son poste de prêtre et l'épouserait, si seulement elle était d'accord. Mais cette piste ne donne rien. Koob a un alibi pour la nuit, il était allé au cinéma avec un autre prêtre. Les enquêteurs n'ont pas cru cela,
pensant qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre, mais l'Église les a forcés à arrêter de chercher. Cependant, le détective Nick Giangrasso a toujours pensé que le tueur était quelqu'un lié à l'Église, et commence à enquêter sur le père Joseph Maskell. C'est un nom qu'il n'arrêtait pas d'entendre lors des entretiens avec d'autres prêtres, et l'homme avait travaillé avec Cessnick pendant qu'elle enseignait à Keough. Mais encore une fois, cela ne mène nulle part. Le père Joseph Maskell est décrit comme quelqu'un d'assez charismatique, facile à aimer, travaillant comme conseiller, avec un diplôme en psychologie. De nombreux parents de la région assistaient régulièrement à ses messes, et le laissaient baptiser leurs enfants. Mais cette charmante façade est brisée en 1992. 2 femmes, anonymes à l'époque, mais qui se sont ensuite manifestées sous le nom de Jean Wenner et Teresa Lancaster, présentent des allégations d'abus, affirmant que lui, et certains de ses associés, les avaient agressées alors qu'elles étaient élèves du lycée Archbishop Keough. Il ne lui a pas fallu longtemps pour perdre son poste de pasteur, passant quelque temps dans un hôpital psychiatrique bien qu'il ait été libéré peu de temps après, apparemment parfaitement apte à travailler dans une autre église. En 1994, plus d'une douzaine d'allégations ont été déposées contre Maskell par différentes femmes, dont certaines ont été maltraitées, et d'autres avaient réussi à repousser les avances de Maskell. Depuis, les femmes ont davantage parlé des abus qu'elles ont subis de la part de Joseph Maskell, et toutes les histoires sont universellement horribles. En général, il a exploité la contre-culture des années 1960, offrant un environnement détendu, et une oreille attentive concernant le sexe, la drogue, l'alcool, toutes choses que les parents strictement religieux des élèves détestaient. Il ciblait principalement les étudiants, qui éprouvaient des difficultés, que ce soit à l'école ou à la maison, les appelant pour une thérapie, où il utilisait ses charmes pour les manipuler, en leur faisant croire qu'il savait ce qui était le mieux pour eux. Et cela impliquait souvent de les dévêtir, de les toucher à sa manière divine, ou de les forcer à poser pour des photos nues, pendant que lui et le directeur religieux de l'école les regardaient. Teresa Lancaster a également mentionné des moments où il les emmenait chez un gynécologue, le docteur Christian Richter, pour des examens, au cours desquels il les agressait sur la table. C'était apparemment une fixation pour Maskell, qui effectuerait alors ses propres examens simulés sur les filles, affichant son autorité et son pouvoir. D'autres fois, il organisait des pseudo-bordels. Certaines des femmes se sont rappelées s'être senties droguées, lors de ces événements, au cours desquels Maskell les partageait avec ses amis. Des amis parmi lesquels, semble-t-il, figuraient également des policiers en uniforme. Dans une école où un certain nombre d'enseignants semblent savoir ce que Joseph Maskell faisait, mais lui envoie des élèves à sa demande, Catherine Cessnick offre une lumière dans un endroit très sombre et tordu. Elle agit comme un sauveur pour les victimes. Alors qu'elle travaille encore à Keough, elle a une idée de ce que Maskell fait, et quand il appelait l'un des étudiants pour une soi-disant thérapie, elle invente des histoires et des excuses, disant à Maskell qu'ils étudiaient ou qu'ils étaient occupés. Également, Jean Wenner ajoute qu'un jour, Cessnick l'a prise à part, juste pour demander si les prêtres lui faisaient du mal. Lorsque Wenner ne put que hocher la tête en guise de réponse, Cessnick promit qu'elle s'en occuperait. Même après que Cessnick ait quitté son emploi chez Keough, et pris un poste chez Western, elle a toujours offert aux filles un espace sûr pour parler. Elles étaient toujours invitées à venir dans son appartement, où elle prenait des nouvelles sur la situation concernant Maskell. La nuit avant sa disparition, une étudiante est passée chez elle, pour parler de Maskell. Il y a beaucoup d'histoires différentes, sur la façon dont Maskell menaçait les filles de se taire. Une fille qui a menacé de le dénoncer, a rapidement trouvé son arme dans sa bouche. Une nuit, il invite Wenner dans sa voiture, pour l'emmener voir le cadavre de Cessnick, bien avant qu'il ne soit découvert. Il l'avertit en lui disant « Vous voyez ce qui se passe avec les gens qui parlent trop ». Inside Baltimore met en lumière l'idée que le meurtre de Cessnick n'est pas un incident isolé. Il y en avait 6 meurtres différents, qui pourraient être liés les uns aux autres 3 adolescentes, un adolescent, Cessnick et Joyce Malecki. Tous ont eu lieu à la fin des années 1960 et au début des années 1970, généralement autour de la région de Baltimore. Tous avaient des liens quelconques avec Maskell, soit en travaillant avec lui, soit en fréquentant l'église où il était prêtre. Le corps de Malecki est retrouvé près de Fort Meade, où Maskell était aumônier militaire.
Les 6 meurtres ne sont toujours pas résolus, donc techniquement, les similitudes pourraient n'être qu'une coïncidence, mais malgré le manque de preuves, l'expérience indique aux enquêteurs qu'il existe un lien. Malgré le temps, le meurtre de Catherine Cesnik n'a toujours pas été résolu. L'affaire portée contre Joseph Maskel dans les années 1990 n'a pas duré. Sans entrer dans un jargon juridique compliqué, les victimes d'abus auraient eu 3 ans pour se manifester, pas 2 décennies. Les poursuites sont prescrites par le délai de prescription. Ensuite, il y a eu un fossoyeur de Baltimore, qui a dit à la police, que Maskel lui avait ordonné de creuser un trou, en 1991, pour enterrer des dossiers. En localisant cette cachette, les enquêteurs ont trouvé, entre autres, des photos nues de filles mineures. Il s'agissait de preuves réelles et tangibles, qui seraient au moins suffisantes pour arrêter Maskel, pour possession de pornographie juvénile. Mais, d'une manière ou d'une autre, cette preuve a disparu, ne parvenant jamais au tribunal. En fin de compte, Maskel est décédé en 2001, n'ayant jamais été inculpé. En 2017, la police a fait exhumer son corps, pour des tests ADN, mais l'ADN ne correspondait pas. The Guardian révèle que, enquêter sur un prêtre catholique a présenté des défis, en particulier à Baltimore, une ville à prédominance catholique. Les prêtres s'en sortent régulièrement sans encombre. L'Église catholique semble savoir comment nettoyer les dégâts en général. Le cas de Maskel a été compliqué, davantage par ses liens avec la police, grâce à son travail d'aumônier militaire. Mis à part les rapports selon lesquels, Maskel a invité des agents en uniforme à agresser les filles. C'est peut-être pour cette raison qu'un détective des homicides s'est vu abandonner l'affaire dans les années 1970, empêché d'enquêter parce que les supérieurs protégeaient quelqu'un. Il a ignoré l'ordre, mais il a été contraint de prendre une retraite anticipée. La même chose s'est produite en 1994, quand un autre détective examinait l'affaire, un supérieur lui demande d'arrêter d'enquêter. Il connaissait déjà le meurtrier, mais chercher plus loin permettrait de découvrir des informations qu'il n'était pas censé connaître. Netflix a produit une série documentaire en 7 parties sur l'affaire intitulée The Keeper, qui a fait ses débuts le 19 mai 2017. La série présente des entretiens avec des femmes qui étaient des étudiantes de Cesnik, certaines affirmant avoir été abusées sexuellement par Maskel et d'autres.